l'époque, quand je racontais ça, on me prenait pour un bisounours. Quand j'étais dans les réunions des chefs d'entreprise, on me faisait venir justement parce qu'il fallait un mec rigolo qui parle de trucs un peu qui ne comptait pas, qui n'était pas dans la lignée. Et donc, nous, on se méfiait beaucoup parce qu'on se disait, mais bien sûr qu'à l'intérieur, il y a eu des crises, mais à l'extérieur, il y avait des choses qui se passaient aussi. On le voyait bien à travers nos clients, du fait qu'on était très, très diversifiés. On voyait bien que ça bougeait partout, quoi. D'abord, l'environnement, vous êtes en plein dedans, on va parler là-dessus, hein, bien entendu. Mais pas que ça. Le numérique qui arrivait, qui montait, vous vous souvenez, 2012, c'était le début de toutes ces idées-là, où le numérique était très, très prégnant. Mais le numérique, on ne le voyait pas simplement comme une technologie grand public, on voyait bien que ça allait révolutionner aussi, non seulement les pratiques intérieures des entreprises, mais également les modèles économiques. On voyait bien que dès l'arrivée, avec sa façon de modifier complètement les chaînes de production, par exemple, puisqu'il ne fabriquait plus les ordinateurs en Chine pour les importer ici en France, il les faisait sur mesure, plus de circuits de distribution, etc. Donc vous voyez bien qu'il y avait des impacts profonds, si vous voulez, à la fois autour de nous, mais pour nos entreprises même. Troisième facteur, qui est moins prégnant aujourd'hui parce que le discours, c'est l'extrême droite qui s'empare de ce discours-là, mais l'immigration est une problématique, est un enjeu très important pour nous, entreprises. Non pas pour rejeter, mais au contraire comme une opportunité d'alimenter nos entreprises d'un certain nombre de savoir-faire, de pratiques et de cultures qui ne sont pas les nôtres. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez embrasser le monde qui est devant nous aujourd'hui, ça va être nécessaire au sein même de l'entreprise d'alimenter celle-ci avec des gens qui ne pensent pas comme vous ou qui ne vivent pas comme vous. Cette idée-là qu'on avait de dire que finalement ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise en matière de vie, c'était la même chose que ce qui se passait pour les gens à l'extérieur, est très importante. On se disait, je pose souvent une question, qui est-ce qui se lève le matin pour faire 15% de BE à la fin du mois? Il n'y a pas un employé qui se lève le matin pour faire 15% de BE à la fin du mois. Ça n'existe pas. De la même manière, le salarié dans votre usine de production, qui câble, ou qui soude, ou qui fait je ne sais pas quoi, et qui rentre chez lui le soir, vous croyez vraiment que ce n'est pas la même vie qu'il mène? Vous croyez vraiment qu'il y a sa famille d'un côté et le travail de l'autre? Et je dirais même mieux, est-ce que vous croyez vraiment que c'est une espérance pour l'humain de penser ça? Avec François Pellerin qui est là, nous on pense que les entreprises sont un des vecteurs de transformation des sociétés. Et c'est pour ça que l'immigration est importante. Et c'est pour ça que nous, chefs d'entreprise, nous allons avoir non seulement le devoir, mais peut-être même l'opportunité et la chance de pouvoir bénéficier de cette immigration et de cultiver ça à l'intérieur même de nos entreprises. Et vous verrez que si on fait ça, la société va s'apaiser derrière. Et puis, quand même, les crises se multiplient. L'Irak, l'Irak, vous connaissez, n'est-ce pas? La crise financière. Pour les PMI, je vous passe les détails sur ce qu'on vous impose, le plan qualité ceci, le passage à l'an 2000, etc., etc. Et ça arrive comme ça, hein, c'est pas préparé. C'est-à-dire, en un an, vous avez le droit de faire ça, sinon vous êtes exclu des appels d'offres qu'on vous demande de transformer en permanence. Et plus récemment quand même, je vous rappelle le Covid et l'Ukraine, sans compter ce qui se prépare en Chine et en Taïwan, et j'en passe. Et vous croyez que vos entreprises ici en France, elles ne vont pas subir tout ça? Déjà, elles le subissent, comme on entend les problèmes énergétiques, etc. Et donc, vous voyez, ce dont je suis en train de vous parler, c'est quand même de résilience. Qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises pour qu'elles soient résilientes? Est-ce que vous subissez les crises? Ce qui est arrivé, moi j'ai subi la crise, j'ai pris le plein fouet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un peu pour vous aussi, c'est pour vous éviter de subir ce que j'ai subi. Parce que je peux vous dire, quand vous avez une crise profonde dans une entreprise, ceux qui ont vécu ça ici, pour en témoigner, c'est des heures de non-sommeil. Et des boules au ventre le matin quand vous partez à votre voiture. Donc je ne vous souhaite pas de vivre ça, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises pour les rendre résilientes? Et c'est pas le nouveau produit génial que vous allez sortir qui va vous rendre résilient. Ce n'est pas les subventions du ministère de l'Industrie en cas de Covid qui vont vous rendre résilient.
Votre liberté, elle demande du courage. Alors, on va parler de la raison d'être. On va parler de l'ADN. On va parler des valeurs de l'entreprise. La première chose ce matin, je regardais LinkedIn l'autre jour et je suis tombé sur Pragma, une boîte de la région de Bayonne. On en parlait à midi avec Christian et Elias. Voilà une entreprise qui fait des vélos à moteur à hydrogène. En fait. Bon. Moi, j'y connais rien en hydrogène, en technologie, je le dis tout de suite. Mais je vous engage à lire ce LinkedIn, donc sur ce petit article du journal dans lequel le patron de Pragma parle de son entreprise et de sa vision d'entreprise. C'est très intéressant parce qu'il vous parle de sa raison d'être et vous sentez qu'elle est profonde. Parce que, pour vous dire, de la façon dont il a décrit, il est vraiment, c'est vraiment un engagement sociétal qu'il prend de son entreprise vis-à-vis de la société. Vis-à-vis du RSE, vis-à-vis de l'énergie, mais également vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis de vous, citoyens. On parlera après d'un petit objet que j'adore. Et Pragma raconte comment il transforme sa raison d'être en modèle économique. Et je vais vous dire, moi l'impression que j'ai eue quand j'ai lu ça, je n'en fais pas une leçon du tout, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, le mec a tout compris. Il traduit son ADN, sa façon de faire, sa façon de penser son entreprise, mais aussi son entreprise au cœur de la société, en un modèle économique éprouvé. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Après, il y a les questions de mise en œuvre, etc. Mais en tout cas, stratégiquement, et j'écrivais ce matin un post sur LinkedIn à propos de ça, je peux faire une stratégie bien faite, peut-être pas très bien gérée, une gestion parfaite sur une stratégie mal faite. Comme je dis souvent, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de comptable dans la société, les comptables, ils regardent le passé, et jamais l'avenir. Ils ont toujours raison, et c'est juste ce qu'ils disent. Et ça ne sert à rien du tout pour une entreprise de PMI. Juste à dire, tiens, j'ai fait du résultat autrefois, ou j'ai dépensé tant autrefois. Ça ne vous servira pas pour l'avenir. Ce qui va vous servir pour l'avenir, c'est mettre en cohésion votre raison d'être, votre façon d'être, votre ADN. C'est assez compliqué à construire. C'est parfois plusieurs mois de travail. Je ne parlerai pas de psychanalyse de l'entreprise, mais quand même, un petit peu. Parce que vous itérez. Chez IBZ, ça fait 3 ans qu'on y est et ce n'est pas abouti. On est passé par plusieurs étapes. Voilà. Et vous voyez que là-dedans, vous avez quoi? Vous avez la passion de l'entreprise, je ne sais pas si vous avez tout ça, vous avez permettre à l'homme d'être acteur d'un monde à découvrir. Ça, c'est notre rêve à nous. Permettre aux hommes d'être acteurs d'un monde à découvrir. Et donc, l'image est ça. Quand on fait des scanners de livres, on ne fait pas des scanners de livres. On ne fait pas de la numérisation de livres. On apporte de la connaissance aux gens. Alors évidemment, quand vous avez quelqu'un qui est en train de souder la carte électronique et le scanner, vous pouvez toujours essayer de lui expliquer qu'il apporte de la connaissance aux gens. C'est quand même pas très facile. Avant qu'il y ait sa motivation extrinsèque, qui est de dire, bon, je touche le salaire à la fin du mois, jusqu'à lui dire, mais attendez, la vocation qu'il y a, vous savez, l'histoire de la cathédrale, je postule la cathédrale, moi je ne crois pas du tout à ça, franchement. À un moment, j'ai cru. On pouvait amener les gens à construire une cathédrale. C'est bullshit. Alors, vous gagnez un SMIC à la fin du mois, vous pouvez toujours expliquer aux gens qui sont en train de construire une cathédrale. À mon avis, vous n'allez pas aller très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Par contre, espérer à un moment donné que le matin en se levant, il va avoir un peu de joie dans son travail dans la journée, ce qui est au sens de Spinoza apportant le bonheur, ça peut avoir du sens. Mais, donc ça, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, on n'est pas en train d'utiliser. On en parle entre nous, surtout en top niveau, parce que ça fait bien, entre le cadre de haut niveau, de dire, ben voilà, au moins la mission, c'est parfait. Et donc, on est devenu un peu plus basique, et on dit voir ce que l'œil ne voit pas. C'est-à-dire qu'on s'est dit, à quoi est-ce qu'on peut être utile? Finalement, les gens achètent des caméras partout, en surveillance, partout. On va faire des trucs que les gens, justement, qui vont être utiles aux gens, qui vont leur rendre service, et puis ça sera déjà pas mal. Ça sera au moins notre conscience à nous d'apporter quelque chose à la société. Voilà. Ça trait aussi au wa, à l'ikigai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, quand vous regardez un peu les stratégies japonaises sur le wa, sur l'âme, sur ce que vous êtes vraiment, la réalité de ce que vous êtes, ou sur l'ikigai, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait correspond demain à votre alignement entre vos actions et ce que vous êtes vraiment. Donc tout ça est des choses importantes que vous pouvez cultiver et lire. La deuxième chose qui va derrière cette raison d'être, ce sont les valeurs.
Alors, les valeurs, il faut faire attention à une chose. Enfin, moi, je me suis planté sur ça, je vous le dis très franchement, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que mes valeurs à moi étaient celles de l'entreprise, ou vice-versa. Erreur profonde. Par exemple, si vous parlez, moi j'adore la solidarité, donc je trouve ça une valeur profonde. Donc j'avais mis la valeur de l'entreprise. Vous êtes d'accord, hein, solidarité, tout le monde est d'accord, parce que personne ne bouffe quand le patron dit la valeur, c'est la solidarité, bien entendu. Bon. Et puis on a refait un travail sur ça. Les mecs m'ont dit, écoute, Jean-Louis, là, bon, nous, solidarité, oui, mais bon, c'est pas une valeur de l'entreprise, voilà. C'est pas sur ça qu'on est unis entre nous. La valeur, c'est important parce que autant la raison d'être, c'est ce qu'est le groupe, là, quelque part, autant les valeurs, c'est ce qui va faire le lien entre les membres du groupe. C'est un peu la loi, si vous voulez. C'est un peu comme la Constitution, c'est la loi constituante, si vous voulez. C'est qu'est-ce qui fait qu'entre nous, on travaille bien, on s'entend bien, etc. Et donc, ça a été un peu modifié. Vous verrez, si vous allez sur le site internet, il y a 4 valeurs principales. Vous pouvez aller voir et puis vous verrez comment ça se passe. Et moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens sont quand même vraiment en adéquation avec ça. Je vais chez I2S. Depuis 2015, je ne suis plus patron. J'ai décidé en 2015, en 2017, j'ai décidé de partir. On pourra en parler après, derrière, sur la logique de transmission. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un patron s'en va, qu'il a mis quelque chose en place? Qu'est-ce qui se passe quand ça s'en va? Je vais vous dire, depuis que je suis parti, I2S marche mieux, mais ne le répétez pas surtout. Donc les valeurs, c'est ce qui fait société, c'est ce qui caractérise le groupe entre elles. Et c'est très intéressant lorsque vous embauchez des gens, parce qu'il vaut mieux que vous embauchiez des gens qui sont bien avec vos valeurs. Si vous embauchez quelqu'un qui n'est pas en phase avec les valeurs de l'entreprise, il va avoir un problème, ou elle va avoir un problème, et vous aurez un problème. Donc autant être clair au départ, et d'afficher clairement les valeurs que vous attendez, ou que vous, pas que vous attendez, mais que le groupe partage, pour éviter que justement des gens qui ne seraient pas en accord avec ces valeurs-là, ou qui ne se sentiraient pas bien avec elles, opérer d'autres valeurs plus fortes qui viendraient empiéter sur la première, viennent quelque part détruire cet équilibre. J'ai mis le mot harmonie, pour moi il a un sens très très profond. On va parler peut-être tout à l'heure de la Loue, quand il parle des entreprises Opal, pour les experts qui sont dans la salle, de quoi je parle, c'est-à-dire Opal, ça me fait rigoler parce que hier en regardant ça, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de Avatar. L'ancien Avatar, je n'ai pas vu le nom, je ne sais pas quoi il est, mais l'ancien c'est exactement ça. On vous décrit une société Opal, c'est-à-dire tout le monde est en connexion, structure holomidale, il n'y a pas de hiérarchie et tout le monde est connecté. C'est le fonctionnement des arbres d'ailleurs. Quand vous allez dans les forêts aujourd'hui, on commence à découvrir que les arbres se parlent à travers des informations chimiques via les racines et le sol. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous avez un arbre en bordure de forêt qui voit une menace type d'un feu, les autres arbres derrière se protègent. Alors, ils ont un processus chimique, physique, biochimique pour ça, mais c'est comme ça que ça marche. Et si vous réfléchissez un peu, nos organisations humaines sont comme ça. Holomidal, souvenez-vous ce nom, c'est Jean-François Nouvel qui a mis ça au point, qui est un spécialiste d'intelligence collective qui a mis ça au point. Alors, donc les valeurs, il faut que vous les construisiez, il faut que, je ne devrais pas dire ça, vous faites comme vous voulez, c'est votre problème. En tout cas, nous on les a construites, on les a partagées, on essaie de les communiquer, et de la même façon, vous allez voir que aussi ça va vous inciter, à la fin je vous dirai quelque chose sur le choix, ça va vous inciter à travailler avec les gens avec qui vous avez envie de travailler, pas avec ceux avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Par exemple,